Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le plan ultime de Dumbledore, épisode 3. Et du coup, comme vous vous en doutez, vu que c'est l'épisode 3, ça veut dire qu'avant celui-là, il y a eu le 1 et le 2, donc si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir parce que sinon vous allez pas tout comprendre à mon avis. Je vous mets l'épisode 1 juste là et sinon je vous mets les autres aussi dans la description. Et quant à ceux qui les ont déjà vus, nous on y va. Mais avant ça, petit rappel quand même histoire de se remettre dans le bain. Comme vous le savez, la théorie du plan ultime de Dumbledore nous explique que Dumbledore, étant la seule personne qui ait entendu la prophétie du professeur Trelawney, a pour mission de préparer Harry à son destin qui est de tuer Voldemort étant donné qu'il est la seule personne à être en mesure de le tuer. Et pour assurer cette mission et préparer Harry de la meilleure manière qui soit, le professeur Dumbledore aurait mis en place un plan immense qui s'étale sur les 7 années que Harry doit passer à Poudlard. Plan pour lequel il tirerait toutes les ficelles dans l'ombre depuis le tout début. C'est bon, vous y êtes, ça vous revient? Je veux pas être désagréable, petit, mais tu l'as déjà dit tout ça, faudrait peut-être avancer un petit peu maintenant. Bon, papy, tu vas quand même pas recommencer à nous emmerder, j'espère. Mais quelle grossièreté! T'as pas honte de parler comme ça à ton grand-père? Absolument pas, non. Oh, mais j'en ai marre à la fin! Puisque c'est comme ça, je m'en vais! Débrouille-toi tout seul! Eh merde. Et maintenant qu'on a fait l'épisode 1 et l'épisode 2, qui étaient respectivement sur Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, on va passer au livre suivant qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et un petit peu comme pour la chambre des secrets, Dumbledore va à nouveau devoir ajuster un petit peu son plan par rapport à un événement inattendu, l'évasion du dangereux criminel Sirius Black. Mais contrairement à l'année précédente où l'ouverture de la chambre des secrets avait eu lieu pendant l'année scolaire, l'évasion de Sirius Black a eu lieu bien avant la reprise des cours. Ce qui veut dire que Dumbledore a eu le temps de s'adapter à ce qui était en train de se passer, mais au-delà de ça, il a même été obligé de mettre en place des choses pendant les vacances scolaires. Et pour ce livre en particulier, on va devoir faire attention et prendre en compte quelque chose de très important, c'est ce que Dumbledore sait, ce qu'il ne sait pas, et ce qu'il croit savoir. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est que c'est par rapport à ça qu'il va adapter son plan et y apporter des modifications. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour Dumbledore, au début de l'année, il ne fait aucun doute que Sirius Black est bien un meurtrier. Mais attention à sa décharge, c'est un peu le cas de tout le monde. Au début du livre, tout le monde est persuadé que Sirius Black est bien coupable. Mais passons quand même tout ça en revue. Au début du livre, Dumbledore est convaincu que Sirius Black était bel et bien le gardien du secret, qu'il a livré James et Lily à Voldemort, et il est également convaincu qu'il va essayer de tuer Harry cette année. Et c'est pour toutes ces raisons-là que son plan va être modifié. Parce que pour le coup, ça, c'était vraiment pas prévu. En réalité, il se trouve que Dumbledore ne sait pas grand-chose de Sirius et des maraudeurs d'une manière générale. Et pour preuve, voici ce qu'on peut lire dans le dernier chapitre. Hier soir, Sirius m'a raconté comment ils étaient devenus des animagis, dit Dumbledore avec un sourire, un exploit extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de l'avoir fait à mon insu. Et dans la coupe de feu, on apprend également que Dumbledore n'avait jamais entendu parler de la carte du maraudeur. Ce qui nous montre encore une fois que ces derniers sont des petits malins et qu'ils ont réussi à tromper la vigilance du directeur de très nombreuses fois. La carte, dit précipitamment Dumbledore. Quelle carte? La carte de Poudlard que possédait Potter, répond Croupton Junior. Et maintenant qu'on a fait le point sur tous les éléments que Dumbledore ignore, on va pouvoir mieux comprendre le rôle qu'il a tenu pendant cette 3e année. En quoi consistait son plan? Quelles sont les actions secrètes qu'il a mises en place pour Harry Potter? Toujours dans l'unique but de le faire tuer Lord Voldemort, bien sûr. C'est ce que vous allez voir dans quelques minutes. Alors si vous êtes prêts, on ne perd pas une seconde de plus. On y va, c'est parti, let's go! Bien, alors vous commencez à connaître un petit peu le raisonnement, mais qui dit nouvelle année scolaire pour Harry, dit nouveaux objectifs pour Dumbledore. Et comme pour les années précédentes, ces objectifs se comptent au nombre de 3. Premièrement, c'est le point le plus évident, mais Dumbledore va devoir protéger Harry de la menace que représente Sirius Black, étant donné que pour le moment, même Dumbledore pense que Sirius est un meurtrier. Puis deuxièmement, toujours dans l'idée d'en apprendre le plus possible sur son élève, il va également chercher à connaître la plus grande peur de Harry et lui apprendre le sortilège du Patronus. Et enfin, troisièmement, et c'est sans doute le point le plus important des trois, Dumbledore va devoir apprendre à Harry l'importance de la valeur de l'âme et faire en sorte que Harry ait l'âme la plus pure possible. Et concernant le troisième point, je sais que pour l'instant c'est peut-être pas très clair, mais ne vous en faites pas, on y reviendra en détail tout à l'heure et vous verrez, vous allez tout comprendre. Pour l'instant, on va d'abord s'intéresser à l'étape 1 du plan, protéger Harry de tous les dangers liés à Sirius Black. Parce que vous le savez, on l'a pas mal répété depuis le début de cette série, mais d'après la prophétie que Dumbledore est le seul à avoir entendue,
Harry est le seul sorcier à pouvoir vaincre définitivement Voldemort. Et si Harry meurt tué par Sirius Black, bah bizarrement, il pourra pas le faire. Hop hop hop, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? Je te rappelle que la prophétie, elle dit aussi que Voldemort est la seule personne capable de tuer Harry. L'un devra mourir de la main de l'autre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors oui, c'est vrai, tu as raison, c'est bien ce que nous dit la prophétie, mais attention, c'est pas si simple que ça. Ça veut pas non plus dire que Harry est totalement invincible du moment que c'est pas Voldemort qui essaye de le tuer. Ce serait complètement pété. C'est un petit peu subtil, mais en gros, Harry peut mourir de la main de n'importe qui et à n'importe quel moment. Mais par contre, il est en quelque sorte indestructible, sauf de la main de Voldemort. Pour que Harry Potter meure définitivement, ça doit se faire de la main de Voldemort. Mais par contre, le corps de Harry peut très bien disparaître et être détruit de plein d'autres manières. Donc Harry peut très bien se faire tuer par Sirius Black. Et ça, Dumbledore doit à tout prix l'empêcher. Et c'est pour ça que toute l'année, il va veiller sur Harry et le protéger encore plus que d'habitude. Et comme en plus Sirius est déjà dans la nature alors que Harry n'est même pas encore à Poudlard, Dumbledore va commencer par profiter au maximum de la protection offerte par la maison des Dursley. Puisque pour rappel, tant que Harry reste dans la maison des Dursley, il est totalement intouchable jusqu'à ses 17 ans. Et si vous voulez des preuves, je vous les montre tout de suite. Est-ce que vous aviez remarqué que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le seul et unique livre de toute la saga dans lequel Harry n'est pas invité à passer l'été chez les Weasley? Enfin, le seul si on oublie le 1 bien évidemment, puisque dans le 1 il les connaît pas encore. Si, effectivement, mais c'est normal, les Weasley ils étaient en vacances en Égypte. Oui, précisément, ils étaient en Égypte et déjà c'est bizarre. C'est bizarre parce que dans le premier chapitre du livre, on nous dit pourquoi ils sont partis en Égypte. Et dès le début, si on analyse un petit peu tout ça, ça sent quand même la fausse excuse pour que Harry reste à Private Drive à plein nez. Puisque dans le premier chapitre du livre, on apprend que si les Weasley ont pu partir en Égypte, c'est parce que Arthur Weasley a gagné le grand prix de la loterie de la Gazette du Sorcier, ce qui a eu pour conséquence de leur faire une grosse rentrée d'argent. Et Arthur le dit alors lui-même, cet argent va nous servir à faire un voyage en Égypte pour aller voir notre fils Bill. Mais c'est quand même bizarre parce que j'ai du mal à croire que la famille Weasley, qui est quand même une famille très pauvre à la base, dès qu'ils ont enfin un petit peu d'argent, bam, ils claquent tout, ils partent en Égypte. Alors qu'en attendant, Ron, il continue d'hériter de tous les vieux pulls dégueulasses de ses grands frères parce qu'ils ont pas les moyens de lui en acheter pour lui, et qu'en plus de ça, tous les bouquins sont achetés d'occasion parce qu'ils ont pas les moyens d'en acheter des neufs. La famille Weasley est constamment à la dèche. Donc c'est quand même bizarre qu'ils ne profitent pas de cet argent pour améliorer un petit peu leur niveau de vie plutôt que de faire un voyage. Et attendez, parce que c'est pas tout, j'ai aussi un petit extrait de la Chambre des Secrets pour vous. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, au moment des vacances scolaires, voici ce qu'on peut lire. Fred, George et Ginny avaient choisi de rester à l'école plutôt que d'aller voir Bill en Égypte en compagnie de Monsieur et Madame Weasley. Alors déjà, même sans gagner à la loterie, ils y sont déjà allés, mais en plus de ça, écoutez bien. Fred, George, Ginny ainsi que Percy et Ron ont choisi de ne pas y aller. Ça veut donc dire qu'ils auraient pu y aller et qu'ils avaient donc de base assez d'argent pour y aller tous ensemble. Ils avaient donc pas besoin de gagner à la loterie pour y aller. D'après la théorie, tout ceci est une excuse. Dumbledore a demandé aux Weasley de partir en Égypte jusqu'à la rentrée, en plus comme par hasard jusqu'à la rentrée, pour que Harry n'ait pas l'occasion de venir passer l'été chez eux et qu'il puisse rester à Private Drive. Mais évidemment Harry, c'est une tête de lard, et il a pas pu s'empêcher de se mettre en colère, de gonfler sa tante, au sens littéral du terme, et de partir de la maison un petit peu trop tôt, le laissant ainsi alors sans protection et à la merci de Sirius Black. Mais par contre, vous aurez aussi remarqué que dès qu'il arrive au chaudron baveur, il est immédiatement remis sous la protection du ministère. Et dès qu'il arrive, on lui dit directement qu'il n'a pas le droit de sortir sauf sur le chemin de traverse jusqu'à la reprise des cours. Et même sur le chemin de traverse, il se trouve que Dumbledore garde toujours un œil sur lui et sur ça, vous pouvez me croire. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah déjà un truc simple, Harry est sur le chemin de traverse, qui est quand même un endroit où il y a pas mal de passages. Puis Sirius est en liberté et on suppose que Sirius veut tuer Harry Potter. Alors je vous le demande, où sont les détraqueurs? Parce que si Sirius Black est effectivement à la recherche de Harry pour le tuer, est-ce qu'il faudrait pas dans ce cas-là mettre toujours des détraqueurs là où se trouve Harry pour pouvoir l'intercepter directement? Ou alors s'ils sont pas là, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient là. Et s'il n'y a pas besoin qu'ils soient là, c'est probablement parce que Harry est déjà sous la surveillance et la protection de quelqu'un d'autre. Un quelqu'un d'autre qui, vous l'aurez compris, est Albus Dumbledore. Certes, d'accord, mais dans ce cas-là, comment il fait Dumbledore pour le surveiller? Parce qu'à ce que je sache, bah il est pas là. Eh bien je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le livre, on nous dit que Harry passe le plus clair de son temps chez le glacier parce que ce dernier l'aide à faire ses devoirs et qu'il lui donne des glaces à l'œil, je cite,
toutes les demi-heures. Et alors là, attention, parce que je suis pas du tout un expert en économie, ou en commerce, ou en gestion de projet, ou quoi que ce soit d'autre, mais malgré tout, j'ai quand même une petite voix au fond de moi qui me dit que c'est pas comme ça que ce glacier risque de bien gagner sa vie. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien parce que ce glacier, c'est Florian Fortaro, mais vous allez rire, il se trouve qu'il est justement le petit-fils d'un des anciens directeurs de Poudlard. Or, vous le savez, tous les portraits des anciens directeurs de Poudlard sont dans le bureau de Dumbledore. Et vous savez quoi, je suis prêt à parier que l'un de ces portraits se trouve également dans le magasin de glace. Or, dans le monde d'Harry Potter, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a deux tableaux d'une même personne? On peut faire aller et venir cette personne d'un tableau à l'autre, et c'est comme ça que Dumbledore surveille Harry sur le chemin de traverse. Et c'est pour ça que le glacier fait en sorte que Harry passe le plus de temps possible dans sa boutique, pour que Dumbledore puisse garder un œil sur lui en permanence. Et enfin, dernier point sur cette étape 1 avant de passer à l'étape 2, mais qu'est-ce que vous pensez de cette autorisation de sortie pour aller au village de Préolard? Déjà, d'une, c'était évident que les Dursley allaient refuser de signer ce papier pour faire plaisir à Harry, et que Harry allait être obligé de rester à Poudlard, donc en sécurité. Et d'autre part, on parle quand même de Harry Potter, le gamin qui a défoncé Voldemort 3 fois et qui a tué un basilic. Mais par contre, pour aller se promener dans le village à côté de l'école, hop, dis donc Harry Potter, est-ce que tu as ton attestation? Parce que si tu l'as pas, tu retournes à l'intérieur. Putain, c'est bizarre, ça me rappelle un truc, ça. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois une manœuvre de Dumbledore pour que Harry reste le plus à l'abri possible de Sirius Black. Et la seule chose qui permet à Harry de finalement aller se balader à Préolard, c'est l'obtention de la carte du maraudeur, dont Dumbledore, on l'a vu, ignore complètement l'existence. Donc au final, Dumbledore n'arrive pas à garder Harry sous sa protection, parce que Harry c'est quand même une sacrée tête de mule. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il essaye de toutes ses forces. Ce qui nous amène à l'étape 2 du plan de cette troisième année, connaître la plus grande peur de Harry et lui apprendre le sort du Patronus. Pour découvrir quelle est la plus grande peur de Harry, Dumbledore a en sa possession un outil très utile, un épouvantard, qui sont des créatures qui sont justement capables de changer de forme et de se changer à volonté en ce qui vous effraie le plus. Et connaître la plus grande peur de Harry, c'est une information qui a une sacrée importance. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans l'épisode 1 avec le miroir du Reset, quand Dumbledore a voulu en apprendre plus sur Harry en connaissant son désir le plus profond. Encore une fois, le but ici n'est pas simplement de connaître la plus grande peur de Harry juste pour se taper une barre. Le but de cette manœuvre, c'est de pouvoir mieux connaître Harry, afin d'être capable de le guider au mieux par la suite. Confronter Harry à sa plus grande peur, c'est déjà 1. Pouvoir voir comment il réagit, 2. Savoir quelle personne il est au plus profond de lui. La peur, c'est un élément très révélateur de notre personnalité, et Lupin le dira lui-même. Ainsi, ce qui vous fait le plus peur, c'est la peur elle-même. C'est une preuve de sagesse. Et comment est-ce qu'on peut savoir que cet élément fait bel et bien partie du plan ultime de Dumbledore? Parce que c'est bien Lupin qui fait son cours, c'est pas Dumbledore. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, Lupin fait partie de l'Ordre du Phénix, qui est justement dirigé par Dumbledore. Il est donc tout à fait possible que ce soit Dumbledore qui ait demandé à Lupin de faire ce cours en particulier. Et ce qui tend de plus en plus à nous le prouver, c'est que dans les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, on peut voir Dumbledore dispenser exactement le même cours des dizaines d'années auparavant. Et Remus n'a pas pu s'inspirer du cours de Dumbledore, parce que quand lui est devenu élève, c'était en 1971, alors que Dumbledore est devenu directeur de l'école en 1956. Donc Dumbledore n'a pas pu être le professeur de Lupin. Il y a donc fort à parier que ce soit Dumbledore qui ait soufflé à Lupin l'idée du cours avec l'épouvantard, dans le seul et unique but de pouvoir observer la plus grande peur de Harry. Et puis franchement, l'épouvantard trouvé par hasard dans un placard par le professeur Lupin. Oui non mais bien sûr, non mais décidément, mais quel coup de bol! Mais bon, en tout cas c'est cool, l'épouvantard devant Harry se transforme en détraqueur. Et ça tombe bien, puisque justement dans son plan, Dumbledore devait apprendre à Harry le sort du Patronus. Donc on va pouvoir s'entraîner, et ça pour le coup c'est vraiment un coup de bol. Mais d'abord commençons par une question. Pourquoi est-il si important que Harry connaisse le Patronus? Vous le savez, les détraqueurs sont des créatures des ténèbres extrêmement dangereuses, qui ont un pouvoir assez effrayant puisqu'ils ont la capacité d'aspirer l'âme d'une personne en dehors de son corps. C'est ce qu'on appelle le baiser du détraqueur. Et il est très important que Harry sache se défendre contre les détraqueurs. Déjà parce que si Harry subit un baiser du détraqueur, son âme sera aspirée hors de son corps. Et ça n'entre pas en contradiction avec la prophétie
aussi parce que ça ne tuera pas Harry. Par contre, ça risque de le neutraliser pour un sacré paquet de temps. Et d'autre part, parce que les détraqueurs sont des créatures qui changent d'allégeance en fonction de qui leur offrira le plus de victimes. Et il est parfaitement évident que si Voldemort revient au pouvoir, les détraqueurs se rangeront immédiatement du côté de Voldemort. C'est d'ailleurs quasiment la première chose qui vient à l'esprit de Dumbledore quand Voldemort revient dans la coupe de feu. La première décision, la plus importante, devrait être de retirer aux détraqueurs le contrôle d'Azkaban. Nous, Cornelius, nous dormons beaucoup moins bien en sachant que vous avez confié la surveillance des plus dangereux partisans de Lord Voldemort à des créatures qui se rangeront de son côté dès qu'il le leur demandera, répliqua Dumbledore. Et ça, c'est la toute première chose que dit Dumbledore à Fudge quand il apprend que Voldemort est revenu. Les détraqueurs sont des alliés naturels de Voldemort, et donc Harry sera amené à les affronter quoi qu'il arrive. Il est donc très important, voire même essentiel, que Harry sache invoquer son Patronus pour pouvoir les affronter. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est bien Dumbledore qui a décidé d'enseigner ça à Harry, je rajouterai ceci. Dans le livre, quand Harry va voir Lupin pour lui demander de lui apprendre à se défendre contre les détraqueurs, c'est parce qu'il ne veut pas que ces derniers l'empêchent de jouer au Quidditch. Parce que, attention, ça pourrait faire perdre Gryffondor. Et à ça, Lupin répond qu'il l'accepte. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas à Harry de se défendre tout seul contre les détraqueurs alors qu'il est sous la responsabilité de l'école. Et encore moins pour gagner une coupe de Quidditch qui oppose 4 équipes de poussins dont tout le monde se branle. Mais what the fucking serious fucking fuck? Et quand Harry vient lui demander ça, et Lupin lui dit bah oui, bien sûr, évidemment Harry, je vais t'apprendre à te défendre contre les détraqueurs. Mais enfin, mais non! Dans un monde logique, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement empêcher les détraqueurs de s'en prendre à Harry. Point. Il a pas à apprendre à se défendre contre eux. Non mais vous imaginez si on transpose ça à la vraie vie? Bien, aujourd'hui les enfants, vous allez apprendre à désarmer un terroriste qui vous braque avec un fusil d'assaut. Juste histoire que vous soyez prêts au cas où il y en ait un qui rentre dans l'école. On est bien d'accord, dans une situation normale, il faut pas faire ça. Dans une école, quand un élève est en danger, il faut que l'élève se barre et que ce soit un adulte qui le protège. Et alors si en plus c'est uniquement parce que les détraqueurs viennent l'embêter pendant le Quidditch, non mais moi la solution je la trouve très vite. C'est Harry, cette année exceptionnellement tu ne joueras pas au Quidditch parce que c'est trop dangereux pour toi, donc interdit pour toi, désolé, mais c'est comme ça, point. Donc si Lupin accepte, c'est forcément pour une très bonne raison. Et cette raison, d'après la théorie, ce serait parce que Dumbledore avait prévu de lui enseigner le sortilège du Patronus, parce que de toute façon, Harry devra à un moment donné savoir se défendre contre les détraqueurs. C'est une étape obligatoire et donc il doit apprendre à le faire le plus tôt possible. Et ce serait également pour ça qu'il aurait choisi d'engager le professeur Lupin pour cette année, qui est de très loin la personne la plus qualifiée pour lui enseigner ça. Et ce n'est pas la seule chose que Harry doit apprendre cette année, puisque le troisième objectif de Dumbledore est d'apprendre à Harry l'importance de la valeur de l'âme. Puisque souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on a parlé du fait que Voldemort a fait une énorme erreur en déchirant son âme en plusieurs morceaux, puisque dans une certaine mesure, ça l'a considérablement affaibli, étant donné que son âme ne peut désormais plus supporter le contact avec une âme valeureuse. Il est donc très important que Harry possède l'âme la plus pure possible, afin de pouvoir lutter contre Voldemort sur ce terrain-là. Puisque n'oubliez pas, il est connu et reconnu que Voldemort est un très puissant Legilimens. Il est donc indispensable que l'âme de Voldemort ne puisse pas supporter un contact avec une âme comme celle de Harry, comme la langue sur l'acier gelé ou la chair dans le feu. Et ceci est une tâche encore une fois pour notre cher professeur Lupin. Puisqu'autant l'année précédente, on a pu voir que quelqu'un que tout le monde adore et que tout le monde respecte se trouvait être en fait un enfoiré de première et un parfait incompétent, autant cette année, on a le professeur Lupin, un loup-garou, littéralement un paria de la société qui s'avère pourtant être un des hommes les plus respectables de toute la saga. Comprenez par là le message qui est véhiculé à Harry. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on paraît être, mais bien ce qu'on est véritablement au plus profond de nous. Et par la même occasion, Dumbledore fait aussi comprendre à Harry qu'il doit se méfier de l'opinion publique ainsi que de ce que dit et croit la société. Ce dont il fera d'ailleurs les frais pendant tout le reste de l'histoire, puisqu'il sera publiquement accusé d'être un menteur quant au retour de Voldemort, puis ensuite sera désigné comme ennemi public numéro 1. C'est d'ailleurs une leçon qui sera également donnée à travers le cours de Hagrid, au cours duquel Drago Malfoy sera blessé par un hippogriffe. À partir de là, on peut voir tout un enchaînement d'événements qui ne sont pas franchement normaux. Déjà premièrement, comment ça se fait qu'on fasse toute une histoire autour de cette blessure-là, alors que de toute façon, à Poudlard, les élèves se blessent sans arrêt. Et souvent d'ailleurs de façon bien plus grave que ce qu'a eu Drago. Non, parce que je rappelle juste que dans cette école, on pratique quand même un sport dans lequel les élèves peuvent mourir. Et là, on va décapiter un hippogriffe pour une pauvre petite griffure sur l'avant-bras?
Eh mais attendez, mais d'ailleurs, mais pourquoi c'est encore une fois à Harry de s'occuper de tout ça? Il a pas autre chose à foutre dans cette école, lui, comme par exemple, je sais pas, ses études? Sachant qu'en plus, tout ça, il va le faire en utilisant un retourneur de temps donné par McGonagall, alors que c'est super méga giga interdit. Alors je sais que je vais me répéter, mais encore une fois, pourquoi c'est à Harry de s'occuper de tout ça, alors que ça pourrait être fait par un adulte? Eh bien en fait, d'après la théorie, toute cette histoire autour du retourneur de temps serait voulue et calculée par Dumbledore. Déjà, d'une, ça vous aura pas échappé, mais c'est McGonagall qui donne le retourneur de temps à Hermione, et absolument tout ce qui se passe dans la deuxième partie du livre n'aurait eu lieu que pour enseigner à Harry l'importance de la valeur de l'âme, mais aussi et surtout pour faire en sorte que Harry ait l'âme la plus pure possible. Et en l'occurrence, ce travail sur l'âme de Harry, ça fonctionne vachement bien, puisqu'au cours de cette aventure, Harry va prendre conscience d'énormément de choses. Regardez, au début du livre, il veut vraiment tuer Sirius Black parce qu'il le tient pour responsable de la mort de ses parents, mais finalement, quand il apprend que c'est Peter Pettigrew et qu'il l'a en face de lui, il choisit de ne pas le tuer et de choisir une voie plus juste. Et lorsqu'à la fin du livre, Harry dit que tout ce qu'ils ont fait n'a servi à rien puisque Pettigrew s'est quand même échappé, Dumbledore répond que ce qu'ils ont fait, au contraire, a fait une immense différence, étant donné qu'il a sauvé 2 innocents d'une mort atroce. Le message que Dumbledore fait passer ici, c'est que sauver des innocents est plus important que punir des coupables. Et c'est là sans aucun doute l'une des plus belles morales de l'histoire de Harry Potter. Et à la fin du 7e tome, à la toute fin de l'histoire, on constate que Harry a tout compris. Puisqu'au lieu d'attaquer Voldemort pour se venger, il se résout à se sacrifier pour protéger ses amis et pour débarrasser le monde de Voldemort. À ce moment-là, il ne sert plus du tout ses intérêts personnels, mais ceux des autres. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette 3e partie sur le plan ultime de Dumbledore. J'espère qu'elle vous a plu. Attention, exceptionnellement, la prochaine vidéo ne sortira pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, et nous y aborderons le 4e livre de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu. Si vous ne voulez pas rater ça, je vous conseille de vous abonner. Et si vous voulez qu'on garde contact un petit peu entre les différentes vidéos, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même une page YouTube si vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Tout est dans la description. Enfin voilà, sur ce je vais vous laisser, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, et en attendant, moi je vous fais des bisous. Ciao!